Ça y est, votre road trip moto est fin prêt. Vous savez où vous partez, quand, avec qui, pour quelle durée. D'ailleurs, vous avez peut-être visionné la vidéo que j'ai proposée à ce sujet, qui se trouve là ou là, je ne sais pas encore de quel côté je la mets. Et maintenant, vous vous posez un certain nombre de questions pratiques. Quelle tenue moto porter? Comment je charge ma moto? Quid de la sécurité de cette moto? Quels sont les petits équipements qu'il ne faut surtout pas que j'oublie d'emporter avec moi? GPS, smartphone, quoi choisir pour faire mon itinéraire? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo qui s'adresse avant tout à celles et ceux qui n'ont pas encore d'expérience de road trip moto sur route. Alors, n'étant pas campeur moi-même, je vous avoue que j'ai zappé cet aspect. Allez, c'est parti. La tenue moto fait toujours l'objet de débats absolument interminables parce que c'est tout simplement la quadrature du cercle. Une tenue moto, en général, c'est pas très très beau et d'autre part, c'est souvent assez encombrant avec les protections. Quand on fait un road trip moto, on va partir plusieurs jours, on va partir plusieurs semaines, un mois. On va rencontrer des conditions météo qui sont différentes. On va avoir des journées magnifiques avec une très belle température, voire de temps à autre carrément des canicules. Mais dans le même trip, on va se trouver confronté de temps en temps à de bonnes pluies et voire aussi des températures qui peuvent dégringoler. Et ce que l'on parte vers le Cap Nord ou que l'on fasse au contraire route vers le sud, donc il faut bien y penser dans le choix de sa tenue. Pour choisir la tenue, en fait, il existe deux approches. Soit on se dirige vers les tenues proposées par de nombreux fabricants, Klim, Touratech, enfin il y en a bien d'autres, qui sont des tenues que j'appelle les tenues techniques, c'est-à-dire qui proposent à la fois la veste, le pantalon, parfois plusieurs couches, parfois la partie imperméable qui se retire et qui se remet en place. Ces tenues sont en général conçues pour faire des voyages moto, quelles que soient les conditions météo. C'est-à-dire que l'on souffre de canicules comme sous la pluie avec des températures extrêmement basses. Ce sont des tenues qui ont été étudiées, qui sont ventilées, qui possèdent tout ce dont on a besoin pour être à l'aise sur sa moto. Et bien entendu, les protections du dos, des épaules, du coude, des hanches et la deuxième approche, c'est composer soi-même sa tenue. C'est-à-dire qu'on va partir d'un blouson moto qu'on a peut-être déjà actuellement, qui peut être un blouson en toile, un blouson en cuir, doté des protections, bien entendu, épaules, dos et les coudes. Et l'on va prendre comme pantalon soit un pantalon en cuir, soit un jean. Dans le cas du jean, je recommande fortement de prendre les jeans prévus pour la moto, c'est-à-dire qu'ils sont réalisés avec une toile qui résiste très très bien à l'abrasion, ce qui est essentiel, et qui dispose à la fois des protections au niveau des hanches comme des genoux. Quelle que soit la tenue que l'on choisisse, il faut aussi penser à la pluie. Et la pluie d'ailleurs est le froid et le vent, c'est-à-dire avoir une surtenue. Alors qui peut être en un seul élément, en une seule pièce, ou au contraire en deux pièces, c'est-à-dire d'une part la veste de pluie et d'autre part le pantalon de pluie. C'est la solution que je privilégie personnellement, tout simplement parce que lorsque j'affronte une petite pluie, je mets uniquement le blouson. Lorsque je sais que la pluie va durer ou qu'elle est plus intense, à ce moment-là, je mets les deux pièces. Viennent compléter cette tenue les chaussures. Là aussi, je vous recommande fortement de vous orienter vers des chaussures spécialement développées pour la moto. Il en existe des tas de modèles, ça peut être des bottes, ça peut être des boots, etc. Ce sont des chaussures qui disposent de semelles extrêmement rigides et de protection au niveau des malléoles. Enfin,
je privilégie les chaussures qui sont water résistantes. Tout simplement parce qu'en cas de pluie, ça m'évite de mettre des surbas. Pour les vêtements, les vêtements, c'est le choix de chacune et de chacun, d'abord en fonction, de vos goûts, et bien entendu aussi en fonction du peu de place dont on dispose dans la moto. À ce niveau-là, juste deux petites remarques. Pensez au fait que pendant un road trip, compte tenu du fait que l'on a peu de place dans la moto, nécessairement vous allez être amené à nettoyer des vêtements. Donc prenez pour les chemises, les polos, etc., des vêtements qui sont dans des matières facilement lavables et surtout qui sèchent très vite. Deuxième remarque, prenez toujours avec vous un ou deux vêtements techniques. On est toujours confronté à un moment donné à un coup de froid ou un refroidissement. Et oui, le petit équipement, ça fait aussi partie des incontournables. Alors ça, c'est aussi lié à ce que vous utilisez chacune et chacun, mais il faut surtout ne pas oublier multiprise, les chargeurs aussi USB. On a tellement de choses à charger le soir à l'étape entre les intercoms des casques, les téléphones, caméras, appareils photo, GPS, éventuellement ordinateur, etc., qu'il ne faut pas oublier, tout simplement. Alors, vous voyez aussi sur cette image qu'il y a un GPS. Alors ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, et qu'il y a un ordinateur, parce que j'emmène toujours avec moi en road trip un ordinateur pour deux usages principaux. Le premier, c'est que le soir, je décharge les cartes mémoire photo et vidéo dans l'ordinateur pour tout envoyer sur le nuage. Et deuxièmement, j'utilise aussi l'ordinateur très souvent pour planifier l'itinéraire de la journée du lendemain en regardant avec Google Earth, Google Maps, quelles sont les petites routes les plus géniales à emprunter. Alors vous allez me dire, mais trousse à outils de la moto. Alors là, je vous avoue sincèrement que je suis incapable d'en parler, tout simplement parce que je ne suis pas du tout bricoleur, donc je n'emporte jamais rien. J'ai la chance d'avoir une assurance qui me couvre 24/24 en dépannage, que ce soit dans l'ensemble des pays européens et par exemple aussi au Maroc. Alors si, bien entendu, la bombe pour graisser la chaîne, ça fait partie des indispensables. Il y en a un ou deux autres comme ça. Pour charger les affaires sur la moto, la solution qui me semble la plus adaptée et en même temps la plus pratique, ce sont les valises et le top case. Alors c'est très pratique parce que vos affaires, vous les mettez dans des sacs et vous chargez les sacs dans les deux valises, dans le top case. D'autre part, on peut facilement fixer, comme on le voit sur cette photo, un sac supplémentaire au-dessus de chaque valise et du top case en toute sécurité avec des bonnes lanières. Ne pas oublier, bien entendu, que les sacs que l'on met au-dessus des valises doivent être étanches. On s'en aperçoit le jour où on se prend une bonne averse. Les valises, qu'elles soient en plastique ou en alu, elles ont cet avantage, c'est qu'elles sont elles-mêmes étanches et elles possèdent un système de verrouillage à clé, ce qui est sécurisant. Alors, si je peux vous laisser quelques recommandations, ce sont les suivantes. Si vous optez pour des valises, laissez-les définitivement sur votre moto. Je vous avoue que cela ne m'a jamais gêné, aussi bien en ville que sur les petites routes avec des virelots. Juste pour info, que ce soit avec ma Super Ténéré avant comme avec la Versys 1000 que j'ai aujourd'hui, la largeur totale de la moto avec ces valises est exactement de 1 mètre. Sincèrement, on passe très bien dans les interfiles lorsqu'on en a besoin. Attention, si vous les mettez occasionnellement, ces fameuses valises, à ne pas oublier que vous les avez, ça peut créer de très mauvaises surprises dans ce cas-là. Si c'est la première fois que vous mettez des valises, habituez-vous d'abord avec les valises à vide, puis ensuite, une fois que vous maîtrisez bien, moi je vous recommande de charger les valises avec des bouteilles d'eau pour que vous perceviez quelle est l'incidence du poids dans le maniement de la moto. Le jour où vous commencerez votre voyage, et ben là, vous serez déjà parfaitement à l'aise, et encore plus si vous êtes en duo. Pour le road trip et pour une question d'équilibre et de centre de gravité de la moto,
charger tout ce qui est lourd au fond des valises, bien entendu en équilibrant la droite et la gauche, en mettant tout ce qui est léger par-dessus. Et surtout, éviter de lourdement charger le top case, c'est-à-dire l'arrière de votre moto. Il ne faut pas oublier que pour les valises et le top case, lorsqu'on les choisit, il faut bien s'assurer qu'il existe un support compatible avec d'une part le modèle de la moto et le modèle des valises et du top case. C'est le support en fait que l'on va fixer au cadre même de la moto et sur lequel viendront s'accrocher ensuite les valises et se poser le top case. Enfin, et d'expérience pour nos road trips de vacances, quelques jours, quelques semaines, etc. Deux valises de 36 litres et un top case de 46 litres, c'est en général parfaitement adapté, qu'on soit en solo ou en duo. La sécurité de la moto, bah là aussi un immense débat toujours sans fin. Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de voyager au Maroc, en Albanie, en Bosnie, en Croatie, en Italie, en Espagne, bref, dans différents pays. Et j'avoue que la situation est absolument identique à celle qu'on connaît tous les jours en France. Donc simplement quelques principes de base. C'est toujours mieux de pouvoir accrocher sa moto à un point fixe, c'est-à-dire avoir une chaîne et un bloc-disque, lequel bloc-disque d'ailleurs on peut l'utiliser lorsqu'on fait un arrêt très rapide. Et puis en complément, mettre un U dans l'autre roue qui est en général la roue arrière. Alors après, l'utilisation de blocs alarme, de trackers GPS, etc., à chacun de faire comme il le sent. Eh oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un GPS que vous voyez sur cette photo. Alors ça paraît complètement has-been et ringard, tant les applications sur smartphone sont à la fois nombreuses, variées et tellement plus faciles à utiliser qu'un GPS classique. Alors vous allez me dire pourquoi ce GPS? Alors pour plusieurs raisons. Il est costaud, il résiste à la pluie, à la chaleur, aux UV et surtout aux vibrations de la moto. D'autre part, je peux l'utiliser avec les gants moto. Mon smartphone, lui, il va souffrir avec les vibrations, la chaleur du soleil, sa propre chaleur avec les UV, et ce si on l'utilise sur la moto pendant 5 heures dans la journée avec le GPS allumé. Et quid de l'appui et de l'utilisation de l'écran avec les gants moto. Et puis finalement, comme je me suis aperçu qu'un GPS, ça coûte juste la moitié du prix d'un smartphone, je préfère garder mon smartphone en bon état et utiliser le GPS. Ceci étant, mea culpa, pour les déplacements en ville et puis les courts trajets, bien entendu, j'utilise le GPS de mon smartphone. Comme ça, au moins, tout le monde est content, il n'y a pas de jaloux. Pour celles et ceux qui sont Garmin comme marque de GPS, bah, je vous invite à visionner ces deux vidéos sur ma chaîne YouTube si cela vous intéresse. Enfin, au préalable, pensez à concevoir les itinéraires journaliers du road trip avec la bonne vieille carte papier. Là aussi, je vous surprends, mais c'est vraiment génial. Avec aussi Google Earth et Google Maps. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'emporte toujours mon ordi portable dans les road trips. C'est avec ces outils que vous allez découvrir les plus belles petites routes par lesquelles passer. Grâce à ça, c'est vous qui allez bâtir votre étape de la journée sans laisser un fichu GPS, qu'il soit GPS ou GPS sur téléphone, décider à votre place des routes par lesquelles passer. Après tout, c'est votre voyage et non celui du GPS. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à poser une ou deux questions auxquelles j'aurai grand plaisir à répondre. Si vous souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, c'est sympa. Et puis, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.